Et bonsoir à tous, et on continue encore, c'est le jingle, sur une petite réflexion d'une demi-heure sur le couple. Alors, comme je dit, on est dans une situation qui est particulière et qui va nous faire découvrir ou ressortir certains aspects de la vie à deux ou de la vie à plus que deux, si bien Hachem, il y a des enfants. Et tous ces aspects-là ne sont pas forcément très agréables. Au fond, peut-être que je ne me suis jamais vraiment rendu compte à quel point mon mari est désordonné. Où je ne m'étais pas rendu compte à quel point ma femme est… Qu'est-ce qu'elle peut être, ma femme? Bruyante, me dit ma femme. D'accord? À quel point ma femme est bruyante. D'accord? Ou à quel point il est pas patient. Ou à quel point il s'énerve rapidement. Ou à quel point il passe au téléphone et du temps avec sa mère, etc., etc., etc. D'accord? Et donc, on va découvrir ces choses-là. Et forcément, ça peut créer des problèmes. Alors déjà, je vais vous dire une règle qui est extrêmement, extrêmement essentielle et importante. D'accord? Et je voudrais m'expliquer. La Gemara nous dit une chose, que avant la naissance d'un garçon et d'une fille, il y a un ange qui vient et qui dit le fils d'un tel avec la fille d'un tel. C'est-à-dire que si deux personnes sont retrouvées à se marier, c'est notre foi première qu'Hachem a voulu comme ça. Ah, il y a des couples qui divorcent. En tout cas, tant que tu n'as pas divorcé, ta seule et unique pensée doit être, si je suis marié avec cette femme, si je suis marié avec cet homme, c'est que nous avons les outils pour réussir et nous épanouir ensemble. D'accord? À l'instant où je commence à mêler cette réflexion à mais en fait, mais peut-être, et si, mais au fond, déjà c'est mort. Donc la première chose, c'est de dire que, c'est comme je fais un parallèle, d'accord? Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, en Israël, c'est un plaisir, il y a tout ce qu'il faut, c'est magnifique, tout ce que tu veux. Mais les gens qui arrivent en Israël, c'était difficile. Problème de Parnassa, encore aujourd'hui, l'intégration, la langue, etc. Remarquez une chose, que tous les gens qui venaient en Israël, mais en gardant un pied en France, bah, beaucoup d'entre eux repartaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait vraiment le choix de dire je suis là, c'est ici ma vie. Une fois que tu dis c'est ici ma vie, bah, tu t'arranges pour que ça marche. Donc, une fois que tu rentres dans une relation de couple et tu t'es engagé, ça c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel. L'engagement, un couple marié ne vit pas ensemble parce qu'ils veulent être ensemble à ce moment-là, ils sont ensemble parce qu'ils sont mariés. Maintenant qu'ils sont mariés, à eux de faire le nécessaire pour qu'à chaque moment, ils aient envie d'être ensemble. Ce que je dis, ce n'est pas le plus glamour au monde, mais encore une fois, ça fait un peu suite avec ce que j'ai dit hier. Si, dès que ça va mal, il faut comprendre une chose. Le fait qu'un couple, à certains moments, aille, il y a des tensions, ce n'est pas facile, des incompréhensions, il y a des disputes, ça n'est pas il y a un problème, c'est ça un couple. C'est inscrit dans l'ADN du concept du couple qu'un couple est un lieu où on ne va pas être d'accord. D'accord? Et donc, forcément, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est frustrant, ça peut être énervant, ça peut faire des remises en question, ça peut être désagréable, etc. C'est partie de la réalité d'un couple. Pourquoi? Parce qu'un couple n'est pas un lieu de consommation, mais c'est un lieu de construction. Et un lieu de construction, ça ne se passe pas comme tu veux. Parce que si tout se passe exactement comme tu veux, bah, tu ne construis rien du tout, tu ne progresses pas. Donc, c'est une première chose de dire, OK, c'est ma femme, c'est mon mari, avec toute la réalité de ce qu'est mon mari ou de ce qu'est ma femme. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que j'en fais? Donc, encore une fois, je répète, comme je le dis très souvent, je ne l'ai pas dit à tous les cours, mais je devrais, on n'est ni dans le déni de la réalité, mais non, il est pas du tout comme ça, non. Il est pas ordonné. Oui, mais ça ne me dérange pas parce que non, ça me dérange. Ok, donc on n'est pas dans le déni. On n'est pas non plus dans la fatalité. Ni de dire, mais je vais le changer, je vais faire ça, il va devenir très ordonné, non plus. Ni de, bon, bah, c'est comme ça, je dois apprendre. Non, c'est une réalité. La question, qu'est-ce que je fais avec cette réalité? Et là, quelque chose d'essentiel. Dans les 10 commandements, c'est quoi le premier commandement? Anochi Hashem Elokecha. Je suis Éternel ton Dieu. C'est quoi le commandement? Tu m'as exprimé quelque chose, une réalité, d'accord, mais tu ne m'as pas rien commandé, tu ne m'as rien dit. Quel est le commandement
qui est dans Je suis l'Éternel ton Dieu. Écoutez bien ce que nous disent les Rishonim. C'est de croire que Hachem est la source de tout. Ok, bon, so what? Si Hachem est la source de tout et qu'Hachem est du bien, c'est que l'étincelle de vie divine, de construction, existe dans chaque chose de la création. Je vais raconter une histoire, j'ai raconté la dernière fois que j'avais fait un cours sur ce sujet. On a été, il y a peut-être un mois, même un peu plus maintenant, on était à Jérusalem avec un groupe de jeunes. Et on était à Jérusalem, on a été chez un kabbaliste. D'accord? On a dit, bon, le kabbaliste, il expliquait les gématriotes et ceci, cela, etc. Et dans les gématriotes, il parlait de la gématria du Satan. D'accord? Le Satan, d'accord, on l'appelle le Samer Mem. Samer Mem, comme ça. Et il dit Samer 60, même 40, sans sa gématria. Et il y avait un des jeunes du groupe qui est assez calé, qui s'y connaît un petit peu. Il a fait une bonne remarque. Il a dit, oui, mais excusez-moi, monsieur le rabbin, nous on l'appelle Samer Mem, mais ce n'est pas son nom. On l'appelle Samer Mem pour ne pas l'appeler par son nom. Au passage d'ailleurs, c'est ça que quand il y a quelque chose de négatif, on essaie de ne pas mentionner son nom, pour ne pas lui donner de la réalité. C'est pour ça que le virus actuel, il faut essayer de ne pas l'appeler par son nom. D'accord? Alors, soit tu lui donnes un autre nom, d'accord? Un nom de code, soit tu dis le virus ou le problème, etc. Mais il faut essayer au maximum, depuis Kabbalah, de ne pas prononcer son nom. C'est comme ça dire Quoi qu'il en soit, il dit on ne l'appelle pas comme ça. Son vrai nom, c'est quoi? C'est Samer Mem. Et plus loin, d'accord, je vous le fais encore une fois, là, un truc pour bien couper, Aleph Lamed. Comme ça. Ah, il y a très bonne réputation, tu as raison. Mais c'est quoi ces deux lettres qu'on a enlevées? Ahmed, Aleph Lamed, c'est quel? C'est le nom de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le nom de Dieu dans son nom, il ne peut même pas exister. Parce que, entre guillemets, quelque chose qui n'aurait pas en soi une étincelle, une énergie divine ne peut pas exister dans la réalité. Donc en fait, l'essence de cette chose négative, c'est bien sa mère même. Et son nom entier, ça doit bien avoir aussi Aleph Lamed, parce que c'est l'étincelle de vie qui le fait rentrer. Un peu dans la même veine, la Gemara nous dit qu'un mensonge ne peut exister que s'il y a une part de vérité qui est dedans. Je dois dire un peu de vérité pour que le mensonge puisse tenir. Parce que sinon, je dis du mensonge, ça ne tient même pas une seule seconde. D'accord? Maintenant quoi? Ok, donc ça va très bien, Hachem dans tout, c'est la philosophie. Non. Si Hachem est dans tout, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler Nitzotzot de Gdusha, une étincelle positive, constructive de vie infinie dans chaque objet, dans chaque partie de la création et aussi dans chaque comportement, dans chaque dimension de chaque chose de la création. C'est-à-dire, et là on arrive au couple, dans chaque comportement, dans chaque nature je trouve chez mon conjoint, mais c'est vrai aussi si je trouve ça chez mes enfants, il y a une étincelle positive qui est éventuellement exprimée de façon négative. Mais il n'y a rien qui est 100% de dire ça, je veux le faire disparaître. Ça, je veux le prendre et savoir comment est-ce que ça doit être exprimé de la bonne façon. C'est-à-dire que lorsque je vais voir quoi que ce soit, et là, on va prendre deux principes aujourd'hui ce soir qui sont très importants. Premier principe, je dois, moi, faire le travail proactif d'arriver à trouver quelle est cette énergie positive, quelle est la chose bonne qui ressort des choses qui me dérangent. Quand je veux être très concret, prendre un exemple. Les gens qui sont désordonnés sont aussi souvent des gens qui ne sont pas très exigeants vis-à-vis des autres, qui sont faciles à vivre. Je donne encore un exemple. Moi, quand je suis au travail, j'ai un problème, d'accord, au travail. C'est que quand ça m'arrive de recruter du monde, j'ai tendance à ne pas vouloir recruter les gens trop compétents. Pourquoi? Parce que souvent, les gens trop compétents sont aussi des casse-têtes et c'est difficile de travailler avec eux. Ils ont des attentes de toi qui te cassent la tête. D'accord? Alors tu dis, mais non, mais tu es un idiot, il faut avoir des gens ultra. D'accord, alors peut-être que je suis un idiot, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le fait d'être compétent, ce qui est a priori une qualité qui est plutôt recherchée quand tu vas chercher un collaborateur ou un employé. D'accord?
D'accord. C'est juste une blague qui est sur le chat, donc pour ça, je vous l'ai dit, comme ça, vous comprenez pourquoi je lis. Johan, qui a travaillé avec moi, dit c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, ça pour moi. D'accord. Mais, alors, non, c'est vraiment, c'est pas du tout le cas. Mais justement, les gens qui sont des gens compétents, d'accord? Et Johan, à toi de réfléchir sur quelle phase de la pièce tu veux prendre pour toi, d'accord? Ce sont aussi des gens qui sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, c'est quand même très pratique de travailler avec quelqu'un qui est exigeant vis-à-vis de lui-même. Il travaille bien, il travaille proprement, etc. Mais aussi, naturellement, il est exigeant vis-à-vis de toi. Donc, quand toi, tu fais les choses un peu balagan, tu finis pas, on s'arrange, etc., bah pour eux, c'est plus difficile à vivre. Alors que les gens qui sont de nature balaganiste, qui sont de nature voilà, un peu artiste comme ça, bah globalement, quand toi tu fais l'artiste, bon, ils arrivent bien, hein, ou on va dire, ça ne leur demande pas un travail plus grand d'arriver à s'adapter ou à accepter ton balagan. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans le fait de voir que quelqu'un est quelque chose qui me dérange, et je ne dois pas dire non, ça ne me dérange pas, je trouve ça génial qu'il laisse tout traîner par terre, je dois comprendre que c'est l'expression d'une nature plus profonde, qui est cette nature flexible dont je profite et je mange les fruits chaque jour, et c'est d'ailleurs très possible, qui est la raison pour laquelle j'aime cette personne. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'à cet instant-là, ça ne me dérange pas de voir une chaussure par terre ou une chaussette qui traîne? Comme j'ai dit dans un autre cours, lorsque je vois une chaussette qui traîne, très souvent, ce n'est pas tellement la chaussette qui me dérange, mais c'est l'idée, la projection que j'essaie de me dire que ce que veut dire cette chaussette, qu'est-ce que je cherche à m'exprimer. D'accord? Que veut dire cette chaussette? Ceci n'est pas une chaussette. C'est-à-dire, ceci n'est pas une chaussette. Ceci est la preuve que l'autre ne me respecte pas et qu'il n'a aucun respect pour moi et que, etc., et que ceci et que cela. D'accord? Donc, forcément, ça me dérange beaucoup. Mais si c'est qu'une chaussette par terre, un coup de balai et il n'y a plus de chaussette par terre et le problème est réglé. OK? Ou pas. Mais, en tout cas, de garder les choses en proportion et garder les choses à leur place. C'est une chose. Mais si maintenant, je prends conscience que cette personne-là, cette personne-là est une personne dont j'aime cette dimension flexible et que cette dimension flexible amène aussi que naturellement, il est aussi moins regardant sur l'organisation des choses à la maison, d'accord? Eh bien, d'un coup, je vois les choses d'une autre manière. Ça, c'est une chose, d'accord? Et c'est vrai pour tout, d'accord? Les gens, si je vois que, par exemple, il passe trop de temps, on va dire trop de temps avec sa mère, ça me dérange peut-être, ok? Je n'ai pas envie qu'il passe trop de temps avec sa mère, peut-être, ok? Mais qu'est-ce que ça exprime? Qu'il a le sens de la famille. Et c'est peut-être pour ça justement que je l'aime, parce que quelqu'un qui a un bon fils aura tendance à être un bon père. C'est pour ça que je l'aime. D'accord? Si je vois, qu'est-ce qu'il peut avoir comme défaut, on a dit? Il traîne trop avec ses copains. Il traîne trop avec ses copains, par exemple. OK? Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il est sociable. C'est quelqu'un qui sait créer des relations. C'est quelqu'un qui est sympathique. D'accord? Souvent, les gens qui ont beaucoup d'amis sont aussi des gens qui sont sympathiques, qui ont la joie à vivre et qui sont heureux, etc. Donc, j'aime ça chez lui. Il rentre tard le soir. Il est ambitieux. Bien fait. Il se donne beaucoup dans son boulot. Encore une fois, il aime faire les choses bien. Il va au fond de ses projets. D'accord? Etc., etc., etc. Il est têtu. Il sait avoir des ressources. Il ne se laisse pas écraser. Il sait garder une ligne directrice, etc., etc. Il me corrige mes fautes de grammaire quand je fais des cours. Alors, il est fort en grammaire. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, chaque chose, j'en profite de ce moment, on n'a pas beaucoup de monde pour parler avec ma femme, parce que là, on a juste couché les enfants, comme vous avez vu, on fait tout de suite le cours, donc c'est le moment aussi où on parle tous les deux, hein. Profitez de ce moment où on se retrouve. Alors, donc, toutes ces choses-là viennent de leur package. Il n'existe rien au monde qui n'a pas dedans son étincelle. Le fait de prendre conscience de cette étincelle, déjà, je vais lire cette chose d'une meilleure façon. Et deuxième chose, j'arriverai à comprendre ce que la personne, d'une certaine manière, cherche à exprimer dans son comportement. Et après, à moi, de la laisser exprimer cette énergie-là dans le positif. Je vous donne un exemple. On a, Baruch Hashem, un petit garçon, un grand garçon maintenant, d'accord, de 9 ans. Ce grand garçon de 9 ans, il a un truc, on ne sait pas ce qu'il a, d'accord. Il a une obsession pour les horaires.
obsession pour les horaires. Il se réveille le matin, il va te sauter dessus. Mais il est déjà 5h48, on va être en retard à l'école, on doit partir exactement à 7h39. D'accord? T'en peux plus. D'accord? Il va te poser la question toutes les 32 secondes, quelle heure il est? D'accord? Il est obsédé par les. D'accord, tu dis, ah, c'est angoissant. D'accord? Tu me stresses. Mais si tu comprends que lui, il n'aime pas être en retard, va très bien. Mets-le responsable de l'organisation des horaires et tu vas voir. Il va être là, il va aller préparer les sandwichs pour être sûr que les sandwichs sont là à l'heure. Il va aller voir en amont. Il va demander à son petit frère, il va aller mettre les chaussettes, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas avoir un atout incroyable dans la maison. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière chaque chose. Qu'est-ce qui pousse une personne à agir de cette manière? Parce que si j'arrive à remonter à la source, je peux reprendre cette énergie et la refocaliser, lui donner une direction qui est une direction qui est positive. Et ça m'amène à un autre point qui, je pense aussi, et dans les 10 minutes qui nous restent, qui je pense est aussi essentiel, qui est souvent un point qui peut arriver dans les disputes où on a les remarques. Déjà, je vous donne une règle. C'est écrit dans Halakha. Il n'y a pas une personne sur 1000 aujourd'hui qui aime les remontrances, qui accepte les remontrances. Savoir une chose, dans 99,9999% des cas, c'est extrêmement difficile pour qui que ce soit d'accepter quelque remise en question que ce soit. Grave ou pas grave, c'est pas grave. D'accord? De la même manière que, je vous dis au passage, quand tu fais une blague négative, tais-toi, dis plutôt quelque chose de positif. Si tu n'as jamais fait rire, est-ce que c'est très grave qu'il va décider, il va te donner le divorce sur la seconde parce que tu as dit que ha 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 ha, tu as grossi, ok, ou ha 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 ha, tu es désordonné, ok, peut-être pas, mais c'est pas grave. L'énergie que tu as pris pour dire ha ha, tu as grossi, tu peux dire tu es belle. D'accord? Ha ha, tu es désordonné, tu peux dire, je sais pas, tu es flexible. D'accord? Quoi qu'il en soit, on aime bien entendre des compliments. Utilise ton énergie, utilise ta bouche pour dire des choses qui renforcent, des choses qui cassent. Maintenant, parfois, tu dois mettre le point sur j'ai un problème, je veux qu'on parle de ce problème-là. Il faut comprendre déjà en amont que personne n'aime les remontrances. D'accord? C'est-à-dire, si tu vas voir qui que ce soit en disant mais j'en ai marre, déjà, tu sais que l'autre, il est en mode, il a sorti 3 boucliers, comme ils font les CRS, le truc de protection. Il a mis un truc anti-émeute, d'accord. Il a sorti 3 fusées, 4 arcs avec des flèches et 2 arbalètes, d'accord. C'est la guerre. J'en ai marre, c'est extrêmement désagréable à entendre ça, d'accord. Tu rentres chez toi, tu as une journée qui a eu avec toutes ces agressions du monde. La dernière chose que tu as envie, c'est de se sentir agressé à la maison. Alors, comment tu fais? Si l'autre te fait une remarque, d'accord, tu dois arriver à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Parce que très souvent, on va venir exprimer une problématique, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Et tu vas voir, je vais donner un conseil, mais qui marche très souvent. D'accord? Laissez parler l'autre. Non, mais c'est pas vrai parce que c'est. Laissez parler l'autre. L'autre tout seul, il va se faire une autopsychanalyse. Il va tout seul arriver à la chose qui est la source de son mal-être et qu'est-ce qu'en fait, il cherche à exprimer. Parfois, on n'exprime pas bien quelque chose qu'on ressent en nous. D'accord? C'est pas facile de mettre le doigt sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous gêne. D'accord? Je donne un truc très simple, d'accord, chez les enfants, on peut parler dans l'éducation, d'accord? Mais nous, on avait un livre à la maison qui était un livre magnifique pour les enfants, qui s'appelait, je crois, peut-être mal traduit en français, Que ressent maman? Il y avait plein d'histoires, d'accord, où tu voyais le petit garçon, il est tombé, sa maman lui fait ah, maman a peur, maman est inquiète, maman est émue, maman est triste, maman est heureuse, etc. Pourquoi il y avait besoin de ce livre? Parce qu'en fait, tout simplement, ils ont remarqué que les enfants ne savent pas lire et interpréter les sentiments de leurs parents. Et même chose avec leurs propres sentiments. C'est-à-dire que parfois, un enfant va pleurer parce qu'il a faim. Tu dis, mais après, pas de raison de pleurer. Si tu as faim, mange. D'accord? Parce qu'il ressent quelque chose en lui
qui l'émeut, qui le bouleverse. Et il n'arrive pas à mettre le doigt sur ça, c'est de la faim, et ça, c'est la tristesse. Et même quand on grandit, malheureusement, on continue parfois de faire ça. Une fois, j'ai eu une discussion très intéressante. J'ai mon frère qui est médecin. Et je posais la question, comment ça se fait? Moi, je l'ai dit, je crois, dans le cours hier. D'accord? Je déteste, je voue une haine sans fin au concept des montagnes russes. D'accord? C'est un enfer pour moi. D'accord? Et je posais la question. Je dis, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a des gens qui aiment les montagnes russes? Ma femme aime les montagnes russes, par exemple. C'est pour ça que je trouve que c'est génial, les montagnes russes, par exemple. Donc, maintenant, mais grammaticalement, j'estime les montagnes russes. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a avec les montagnes russes? Il dit un truc très simple. C'est qu'en fait, quand quelqu'un est russe, c'est désagréable. Il y a un sentiment de peur. Mais comme au niveau hormonal, la peur et l'extase et le kiff sont hormonalement des choses très proches, tu fais peur à quelqu'un avec des musiques de Mickey Mouse et des lumières, etc. Son cerveau interprète ça comme de la joie. D'accord? C'est-à-dire qu'au fond, tu lui crées un sentiment négatif dans un cadre positif en disant mais tu dois kiffer. Et lui, il interprète ça positivement. Et donc, il dit je kiffe, c'est génial. Donc, ça pour dire que nous, on ressent ça. Parfois, c'est bête, mais parfois, quand tu es fatigué, tu as l'impression d'être déprimé. Quand tu as faim, tu as l'impression que tu es énervé, etc., etc. Donc, de la même manière que parfois, on va nous-mêmes mal exprimer nos problématiques, il faut arriver à comprendre que l'autre aussi a ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas monter sur tes grands chevaux et partir en guerre sur le point il t'a dit ceci, il t'a dit cela. Aide l'autre à exprimer et à faire le chemin pour revenir à la source de son problème. Parce que ça, c'est une règle essentielle de toutes les relations humaines. Si tu ne mets pas le doigt sur le bon problème, tu ne régleras jamais le problème. Tu es sûr de te planter et tu vas faire que l'aggraver ce problème. D'accord? Donc, c'est essentiel, lorsqu'il y a une problématique, d'arriver à mettre le doigt sur quelle est la source de la problématique. Donc, ça peut être un « Ouais, mais t'as encore pas fait la vaisselle ». Peut-être que le problème, c'est la vaisselle, effectivement. Mais peut-être le problème, c'est quoi? C'est que quand je suis venu te parler il y a 1 heure, tu étais occupé. Et moi, je me suis senti basé, je me suis senti pas respecté, je me suis senti pas valorisé à ce moment-là. Et donc, je me sens un rapport j'ai un sentiment, j'ai un besoin de me sentir exister à tes yeux. Et donc, ce sentiment d'exister à tes yeux, maintenant, il va venir se concentrer sur la vaisselle. Donc, si toi, tu es en train de parler, de dire non, mais la vaisselle, mais où la vaisselle? Bon, t'inquiète pas, je vais faire la vaisselle. Mais c'est quoi ton problème? Je vais acheter un lave-vaisselle. Au fond, tu as loupé une bonne occasion de régler le problème. Mais de deux, le problème va faire que s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en faisant la vaisselle, en disant ce que la personne cherche, c'est un lave-vaisselle, d'accord? Mais tu es en train de nier la réalité de son mal-être. D'accord? C'est comme, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Excusez-moi s'il y a des médecins parmi vous, mais je serais heureux d'en discuter avec des médecins sur les anorexiques ou les boulimiques. D'accord? Boulimiques. C'est à peu près la même idée. Je m'explique ma théorie. L'homme est fait d'une dimension superficielle et d'une dimension intérieure. Lorsque quelqu'un sent un manque intérieur, pourquoi? Quand quelqu'un se voit que dans sa dimension physique, il n'arrive pas à mettre le doigt sur ses besoins psychiques, émotionnels, neshama, profonds. D'accord? Eh bien, il est dans cette dimension de mal-être parce qu'il est dans la négation de qui il est. Donc, il se sent vide à l'intérieur. Mais comme sa vision de lui-même, c'est la source qui fait qu'il se sent vide, c'est parce qu'il se voit comme un corps. Ben alors, comme il voit comme un corps, il dit je me sens vide à l'intérieur, comment je vais faire? Je vais le remplir. Comment je vais le remplir? Je vais manger. Mais non seulement, évidemment, qu'on ne règle pas un problème émotionnel par de la bouffe, mais pire encore, parce qu'en mangeant, on est en train de se dire tu n'es qu'un corps, quand tu vas bouffer, ça va aller mieux et maintenant tais-toi. Donc, je suis encore plus en négation de mon moi intérieur et donc je me sens encore plus vide, donc j'ai besoin encore plus de manger, etc. etc. D'accord? Fin de ma théorie sur la boulimie. Quoi qu'il en soit, sur l'idée qu'il a évidemment 100% vrai et testé, c'est quoi? C'est que plus tu vas mettre tes énergies, il y a un sujet entre un mari et une femme, mais ce truc et le rangement, et je te dis à chaque fois, et la vaisselle, et pourquoi la vaisselle, et pourquoi il faut que je te répète, et respecte-moi, et ceci et cela, et je t'ai encore dit, et que ce n'est pas ça le vrai problématique, eh bien tu ne fais que renforcer le problème.
Donc, c'est essentiel lorsque l'autre va exprimer une frustration, après, même s'il exprime mal, c'est-à-dire s'il y a une expression d'un mal-être, c'est qu'il y a un mal-être, à moi d'arriver à mettre le doigt sur la source de ce mal-être. Comment je vais faire? En réfléchissant, mais je ne suis pas forcément psychanalyste, mais on a une bonne chance, c'est que l'autre lui-même, laisse-le parler. Laisse-le parler. Et là, tu arrives à une règle importante de la communication, répéter ce que l'autre a dit. Alors, sans que ça l'énerve, d'accord? Mais répète par l'affirmative ce que l'autre a dit. Ouais, j'en ai marre, ça dérange. Et là, voilà, si je te dis comme ça, je suis un peu en fin de journée, je vous le fais mal, donc ça va être encore plus énervant que ce que ça aide. D'accord? Je vois que tu es vraiment énervé. Ouais, je suis désolé, je vois vraiment que ça te met hors de toi, cette histoire de chaussettes. D'accord? Ouais, parce que tu comprends, histoire de chaussettes, en plus, tu ne me parles même pas et tu ne m'estimes pas, etc. Et ceci et cela. Voilà, ça me fait de la peine ce que tu me dis. Je vois que vraiment, tu as vraiment du mal à trouver ta place et tu te sens vraiment pas. Ouais, parce que tu comprends, tout à l'heure, je suis venu te voir et en plus, je t'ai demandé ceci, tu ne m'as pas fait cela, etc. Et là, tu remontes petit à petit à la source du problème. Et là, une fois que tu as source du problème, tu peux le régler. D'accord? Dans les 2 minutes qui nous restent avant le cours de Raphaël Ben Admon, je vais dire une dernière chose qui est sur ce sujet et on continuera demain, mes attachés. Une fois que tu comprends les enjeux d'une personne, tu arrives à trouver des solutions à beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. Parce que très souvent, et ça, gardez cette règle-là, elle vous sauvera la vie. D'accord? Monsieur, j'ai un exemple, encore une fois, gros sabot, vous m'excuserez, mais chacun pourra adapter à sa situation. Toi, tu as envie d'aller jouer au foot avec tes copains. Tu as envie de dire non, tu ne sors pas au foot, j'en ai marre, tu n'es jamais avec moi, reste là. Alors, toi, tu as un problème, parce que tu as vraiment envie d'aller jouer au foot, mais tu n'as pas envie de te disputer avec ta femme. Est-ce que le problème technique de ta femme, c'est que maintenant, ce soir, elle a besoin que tu sois à la maison pour. Alors, parfois, oui. Bon, alors, dans ce cas-là, c'est vraiment le problème que tu sors ce soir. Mais très souvent, la question, ce n'est pas tellement que tu sois ce soir, on n'a rien de prévu de spécial de ce soir, mais c'est le fait que je sens un besoin de me sentir exister à tes yeux, j'ai un besoin d'être revalorisé, j'ai un besoin de trouver mon espace, de trouver mon importance et de l'estime, d'accord? Et je vais utiliser la parole, je vois que ça c'est important pour toi, et je vais dire, regarde, moi aussi j'existe, montre-moi que je suis plus important que le foot. Alors, tu peux dire, ok, tu es plus important que le foot, mais au fond, tu fais que repousser le problème. Si une fois tu as compris que ta femme, elle a besoin d'attention, elle a besoin de temps, elle a besoin que tu parles avec elle, là, on a appelé un autre principe qui est essentiel, et peut-être qu'on pourra en faire un cours demain, peut-être que là-dessus, on verra. Chacham enak verosho. Quelqu'un de sage, il voit les choses loin et il s'organise. Toi, tu sais que tu dois aller au foot la semaine prochaine. Tu as compris qu'il y a un enjeu vis-à-vis de ta femme de se sentir, de dire par là, de dire sentir qu'elle a de l'importance à tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Donne-lui du temps et de l'estime et de l'importance et sa place en amont. Et quand va venir le moment du foot, vu qu'elle a plus d'enjeu là-dedans, vient se poser la seule question, est-ce que ce soir, il y a besoin que tu sois là ou que tu ne sois pas là? Éventuellement, non. Dans ce cas-là, pas de problème. Ça me fait plaisir que tu fasses du sport. Je suis content que tu vois tes copains, etc. Et ça, c'est vrai dans toutes les relations. D'accord? Si maintenant, le point qui, toi, est un point sensible pour toi, devient l'enjeu de la discussion qui est une discussion un peu plus profonde, eh ben, c'est très compliqué. Parce que tu es en train de régler à la fois un problème profond et à la fois, tu as un vrai problème sur ce point-là parce que c'est vraiment un problème pour toi. Tu as vraiment envie de partir jouer au foot. D'accord? Ou tu as vraiment envie de partir en vacances là, ou tu as vraiment envie de faire ceci ou de faire cela. D'accord? Donc, si c'est ça le vrai problème, bah, il faut en parler. Mais si le problème il est ailleurs, règle ça dans un espace, dans un terrain qui est un terrain dans lequel tu es à l'aise et tu es prêt et tu es en état et tu es pas sous pression et tu as tous les outils pour pouvoir gérer cette problématique. Père Hachem, qu'on ait tous beaucoup de paix et beaucoup de bonnes choses et une très 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 bonne santé pour tous les malades. Hachem, soit Léon Nishmat, Ilan Somé Bat Frida, Simcha Shavit Ben Mesaudi, et le Nishmat de tous les décédés, de la Refoua Shema de tous les malades, dont en particulier le Yoel Simchon Mergui et sa femme, et tous les malades, Chaim Max, Mordechai Max Ben Atou, tous les malades. Je laisse la passe à